Alors, bienvenue à ce webinaire de présentation de la formation DSA. N'hésitez pas avec le chat à nous poser les questions et nous tâcherons d'y répondre au cours de ce webinaire. Rapidement, pour vous présenter notre institut de formation, l'IRM, qui est la filiale de formation de l'Institut des actuaires, qui est une structure qui est reconnue d'utilité publique et qui fédère un réseau aujourd'hui de 4500 actuaires membres. L'Institut veille à la qualité de la profession en France et est le garant de l'actuariat de qualité en France, notamment avec des études, de la prospective et aussi de la formation. Aujourd'hui, notre institut est un institut de référence pour la profession actuarielle et puis plus largement, et la formation DSA en fait partie, pour tous les professionnels du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance. Notre institut propose des formations dédiées au pilotage de l'entreprise, à l'actuariat, à la conformité, à la data science et évidemment à la gestion des risques. Nous y reviendrons tout à l'heure et André le précisera, mais tous nos intervenants, nos professionnels experts, notre corps professoral a été choisi pour leur qualité de pédagogue et de professionnels. Nous sommes implantés en plein cœur de la capitale, à Paris, dans le 8e arrondissement, dans le quartier de la Madeleine. Mais nos formations, à partir de cette année, en 2021, se proposent sous deux formats, quand le présentiel va redevenir la norme. Évidemment, dans notre salle de formation ici, dans le 8e, et puis aussi, on s'est doté d'un système qui vous permettra aussi à distance de participer aux formations, quel que soit votre lieu géographique, grâce à un système de captation vidéo qui vous permettra d'être en interactivité dans la salle de formation avec vos collègues de promotion. Donc, l'ensemble des formations accessibles à distance ou en présentiel. La formation DSA s'insère dans un panel de formations, je ne vais pas les détailler évidemment, mais de trois types de formations. Des formations certifiantes qui durent une année, on en reparlera sur la formation DSA, des formations très courtes sur l'expertise et des formations qui sont conçues sur mesure pour les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Voilà pour l'introduction rapide de l'IRM. Je vais remercier André Grondin, qui est le directeur scientifique de la formation, qui va animer ce webinaire, et remercie aussi Anna Tchefner, qui est une diplômée du certificat. Voilà, je vous laisse vous présenter. Je vous remercie en tout cas de votre participation à ce webinaire, et je reprendrai la parole tout à l'heure pour les modalités logistiques et techniques de la formation. André, je te laisse la parole. Merci Olivier pour cette introduction. Merci à tous d'être connectés pour ce petit webinaire et merci à Anna de m'accompagner sur cette présentation et du coup de témoigner de ce qu'elle a pu apprendre et comment elle peut utiliser encore aujourd'hui cette formation au quotidien. Donc je vais prendre la main sur l'écran, je l'affiche de ce pas. Alors, normalement, vous voyez tous mon écran. Et donc, on va commencer par... Alors non, désolé, le petit couac, c'est pas le bon support. C'est des choses qui arrivent. Donnez-moi 2 secondes. J'en profite pour ce petit intermède pour vous rappeler que le chat vous permettra de poser vos questions à l'ensemble des intervenants. Et en tout cas, l'outil est fait pour, n'hésitez pas. Et voilà, je pense que maintenant, on va être bon. Vous C'est confirmez voir parfait. l'écran Merci André, c'est correctement? parfait. Parfait. Alors, donc du coup, pour commencer, pour présenter un peu la formation et les objectifs, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'actuaire et aux personnes aussi qui l'entourent de se doter au fait, d'outils récents de data science et d'intelligence artificielle. L'idée étant de vous permettre, pendant cette formation, d'acquérir toutes les bases pour sélectionner in fine, mesurer les critères de performance et déployer des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ce, bien sûr, dans un contexte en mode projet, où on va vous présenter les différentes briques de ce projet, et on va zoomer dans ces différentes briques pour en atteindre les expertises nécessaires, les différentes compétences qu'il faut pour gérer un projet de data science de bout en bout. L'idée étant pour ces personnes qui seraient formées de pouvoir être dans
suivre et accompagner la transformation digitale du métier de l'assurance. Enfin, de l'autre côté, qui dit data science dit données, et il est quand même indispensable de pouvoir gérer le cadre déontologique et juridique qui va encadrer, du coup, qui va être autour de la data que vous allez utiliser. Donc, vous allez aussi avoir des personnes expertes sur le sujet, sur le droit derrière la donnée, qui vont intervenir. Et donc, l'idée vraiment de la formation, ça va être aussi, au-delà d'identifier la valeur économique sous-jacente à l'utilisation de la donnée, c'est de vous donner les capacités de juger de la manière dont vous allez l'utiliser dans un cadre correct où vous seriez dans la complète égalité. Et enfin, pour faire un peu de la science, excusez-moi avec ce problème de présentation au début, je suis un peu mal parti, mais je vais reprendre. Et donc, de l'autre côté, une dernière composante qu'on veut vous donner au sein de cette formation, c'est la communication. Il est important de pouvoir aussi prendre dans le bagage de la data science et de cette formation, les aspects de communication qui vont être nécessaires, non seulement pour comprendre, vous, de votre côté, ce que fait les algorithmes, mais aussi de pouvoir communiquer autour de vous, et ce, quel que soit votre interlocuteur, quand il faut faire de la vulgarisation ou quand il faut parler clinicité avec un data scientist. Donc voilà, de vous permettre de cocher aussi cette case de communication. On pourrait voir les différents blocs de la formation sur les 5 blocs que vous voyez sur cette slide. D'un côté, les composantes majeures sont le data engineering, le design de modèles de machine learning, de deep learning, etc. Et puis, comme on vient de le dire, la communication avec vous donner les capacités de bien communiquer, de bien informer et de mettre du storytelling dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez présenter. Et les 2 composantes sous-jacentes, on en a parlé d'un côté, la data protection, et de l'autre côté aussi, c'est de se mettre en management de projet. C'est de l'embarquer dans des projets déjà existants et de manager non seulement le projet, mais vous aussi vous permettre de dire demain, vous pourrez vous projeter à manager le projet avec d'autres personnes, manager une équipe. Donc voilà pour les objectifs de la formation. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme l'a dit Olivier, de les mettre dans le chat, on pourra les reprendre après. Sur le contenu de la formation cette année, il s'agit au fait de 168 heures et qui sont sur 2 jours consécutifs par mois. En règle générale, ces jours sont le lundi et le mardi, et Olivier pourra revenir à la fin pour vous présenter le calendrier de l'année prochaine. Et donc, ça commence en janvier de chaque année, et vous allez commencer par au fait suivre les soutenances projets de la promotion actuelle qui au fait soutiennent en année N+1. Et donc, vous allez avoir ensuite, dans un premier semestre, prendre le bagage et consolider ce que vous savez déjà, si vous savez déjà bien programmer en R et ou en Python, et par ailleurs, acquérir tout ce qu'il faut sur les algorithmes, sur la visualisation et sur la mise en œuvre d'un projet de machine learning en assurance. Donc, vous voyez la composante horaire qui peut être attribuée à chacun de ces 4 premiers modules. Et ensuite, à la suite de ce semestre, et d'ailleurs, il a eu lieu en ce début de semaine, lundi et mardi, on propose du coup aux stagiaires de participer à un hackathon. On leur transmet un jeu de données. On était avec Romuald Dely et moi-même du coup sur le front et les accompagner là-dessus. On leur a proposé un jeu de données sur lequel ils sont passés de l'analyse de la donnée à la constitution d'un modèle de tarification en multirisque habitation, sur une garantie multirisque habitation. Et du coup, c'est un moment fort permettant non seulement de commencer à appliquer tout ce qui a été appris, même s'il y a d'autres projets aussi, il y a aussi quand même pas que de la théorie sur ce premier semestre, il y a aussi de la pratique, mais du coup, l'hackathon a été encore une autre manière de pratiquer et de joindre tous les modules en deux jours. Donc ça, c'est vraiment une des forces. Et l'autre force, c'est de travailler pour la première fois en équipe, si ça n'a pas été le cas, bien sûr, dans vos équipes respectives, dans le monde professionnel dans lequel vous êtes. Mais donc, du coup, l'hackathon était vraiment un moment fort et les stagiaires ont bien apprécié ces 2 jours en ce début de semaine. Le semestre 2, quant à lui, donc composé de la moitié des heures au global,
il s'agit après de zoomer sur différentes expertises, d'un côté sur le droit des données en assurance, l'anonymisation et la cybersécurité, de l'autre côté, de vous présenter plusieurs applications actuarielles, donc plusieurs professionnels dans le monde de l'assurance et eux aussi experts en data vont intervenir à tour de rôle pour vous expliquer comment ils ont pu mettre en place et comment ils supervisent et qu'ils monitorent des modèles de machine learning qu'ils ont pu construire dans leur quotidien. Et de l'autre côté, on va aussi vous permettre d'aller encore plus loin au-delà du machine learning, d'aller sur du deep learning, d'aller sur du text mining et du NLP, le Natural Language Processing, tout simplement pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne savent pas, vous allez l'apprendre pendant cette formation. On a l'habitude dans le monde de l'assurance, encore il y a quelques années, de travailler uniquement sur des données tabulaires, donc à 2 dimensions. Et l'idée là, c'est de vous permettre aussi de pouvoir créer de la valeur et en tout cas de vous donner les premières billes pour extraire de la donnée au sein d'un texte ou transformer une image ou la vidéo, mais là qui a encore un périmètre et une spécificité bien, Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, on entend bien. Ok, d'accord. Je pensais que ça avait coupé, désolé. Donc, sur le traitement de la vidéo, c'est quelque chose de très atypique et vous allez avoir des use cases et aussi un retour d'expérience, mais pas forcément beaucoup de théorie et beaucoup d'heures de cours là-dessus, mais c'est pour vous illustrer quand même le champ des possibles sur les données non structurées. Par ailleurs, vous aurez aussi l'apprentissage séquentiel pour la gestion des risques. Et enfin, sur l'intelligence artificielle pour l'assurance, c'est de faire intervenir aussi des chercheurs de l'assurance sur l'utilisation du machine learning et la data science pour demain, qui sont encore aujourd'hui en recherche ou en recherche opérationnelle. Et enfin, pour finir du coup cette année de formation, vous allez avoir votre soutenance de projet, donc un projet qui débutera au second semestre. On va revenir sur le contenu de ce projet par la suite et de cette présentation. Et vous allez soutenir en janvier N+1 devant un jury composé du corps professoral et d'experts en data et en assurance pour du coup vous permettre d'obtenir ce certificat DSA. Alors, les points forts de la formation, ils sont assez nombreux. C'est déjà le fait que c'est en prise directe, hein, c'est vraiment natif et c'est vraiment au cœur de la formation et ce, au début même de sa construction, c'est le fait de vouloir répondre de manière pragmatique aux besoins des entreprises dans le secteur de l'assurance. Et il va y avoir du coup un mix entre théorie et pratique à chaque fois. Vraiment, la majorité des intervenants, qu'ils soient académiciens ou qu'ils soient dans le professionnel entrepreneur, eh bien, ils vont à la fois allier une partie théorique et passer rapidement à la partie pratique dans les 2 à 3 heures de cours. En général, les intervenants interviennent entre 2 à 3 heures en moyenne sur une thématique donnée. Et puis, un des autres points forts de la formation, c'est son club DSA. On est maintenant plus de 120. Je dis on parce que j'en faisais partie aussi. J'ai été également stagiaire de la formation en 2016. Et donc, on fait partie de ce club DSA, plus de 120 stagiaires. Et l'idée, c'est d'adhérer à ce réseau des anciens et donc son nom l'indique par lui-même, de permettre au fait d'échanger, de continuer à promouvoir au fait non seulement la formation, mais aussi ce mouvement où on est tous convaincus par les sondages aussi qu'a pu faire l'IRM sur les promotions passées, de l'importance de cette formation et son caractère en fait pragmatique et permettant d'appliquer directement les notions apprises dans le quotidien dès la formation elle-même, mais dans les années qui suivent. Par ailleurs, Anat vous l'illustrera très bien dans la suite de cette présentation. Et qui dit formation dit contrôle de l'acquisition des connaissances. Vous allez avoir des examens tout au long de l'année et plusieurs projets. Et le projet de fin sur lequel je vais zoomer après. Et je me répète par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais le corps professoral, c'est vraiment un corps qui est sur mesure, qui est reconnu sur le marché et qui a un équilibre entre académiciens, professionnels, data et assurance.
Et c'est aussi un corps professoral qui a un léger turnover chaque année pour tout simplement en fait, continuer à suivre les innovations et de faire intervenir au plus vite les meilleures personnes placées sur le marché pour vous faire un retour d'expérience sur les nouveautés. Et enfin, la formation fait l'objet d'une certification Management en Data Science pour l'actuariat que vous retrouverez, qui est enregistrée au répertoire spécifique RS 3921. Sur le projet de fin d'année, l'idée c'est de démontrer votre capacité à exploiter et mettre en œuvre les thématiques abordées tout au long de l'année. Et donc, vous allez constituer un rapport, vous allez avoir une soutenance en janvier 2023, j'en parlais tout à l'heure, et vous allez être encadré le temps d'un semestre par un tuteur qui est membre du corps professoral et ou qui est un professionnel du monde de la data et de l'assurance. Donc, c'est vraiment une configuration qui est pour nous importante. Et bien sûr, les professeurs et le tuteur est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en marge du projet. Et bien sûr, le directeur scientifique répondra aussi à vos questions tout au long de l'année, tant sur les aspects logistiques en lien avec l'IRM que les aspects techniques et sur le contenu de la formation en tant que telle. Vous voyez là sur la slide quelques exemples, une extraction des thématiques sur lesquelles ont pu travailler la promotion 2020, qui ont présenté du coup leur mémoire cette année en janvier. Et donc, ça va partir vraiment de la tarification, de l'anti-churn, ça va être aussi du provisionnement. C'est quelque chose qui a été de plus en plus important ces 2 dernières années, c'est sur les aspects de provisionnement. Et on va dire qu'il y a toujours 1 ou 2 mémoires chaque année qui va faire autre chose que de l'assurance. C'est aussi accepté tant que le stagiaire démontre sa capacité à déployer et à démontrer que ce qu'il a appris tout au long de l'année eh bien, est utilisé à bon escient et il en maîtrise tous les contours et les risques et tous les risques et les faiblesses et les avantages de ce qu'il a pu construire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Anat, que je remercie à nouveau, qui va pouvoir vous témoigner et vous présenter son avancement et depuis son arrivée au sein de la promotion 2016. On était de la même promotion en fait, et jusqu'à aujourd'hui. Je te laisse la parole, Anat. Merci beaucoup André et merci à l'Institut pour l'invitation. Donc ça me fait plaisir d'être là, de partager avec vous. C'est vraiment des bons souvenirs cette formation DSA. Donc je suis, comme disait André, de la promotion 2016 et je viens vous témoigner aujourd'hui de pourquoi finalement, qu'est-ce qui m'avait attiré en fait dans la formation DSA. Vous parlez, André m'a proposé de présenter rapidement le sujet de mon mémoire pour voir si ça peut vous donner des idées. Et enfin, l'après-formation, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, une fois qu'on a passé ces étapes d'apprentissage. Du coup, pourquoi moi, à la base, j'ai un parcours très orienté tarification, un parcours actuariat classique, avec du coup une première expérience IRD, un peu d'affinitaire et un gros volet prévoyance, avec pas mal de modélisation du coup. Donc, j'ai toujours été attirée par la modélisation finalement. Donc j'ai fait des GLM, j'ai fait de la modélisation de maintien, de la modélisation de survie, pas mal, et toujours ici été attirée par l'innovation. Et grâce à ça, en fait, j'étais un peu dans tous les groupes de travail à l'époque qui s'occupaient finalement de l'innovation de produits, toutes les réflexions qui étaient faites autour des nouvelles technologies, de comment on peut améliorer les offres qui étaient faites sur les produits côté France. Et j'ai pu intégrer un POC avec une boîte de conseil qui testait finalement les approches machine learning sur des données internes de Cardiff. Et ça m'avait vraiment plu, ça m'a fait un peu découvrir cet univers qui à l'époque était encore réservé au monde de la tech, mais pas encore très bien appréhendé. C'était en 2014, pas très bien appréhendé par encore le secteur de banque, finance, assurance. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que je me forme. Donc, j'avais commencé de l'auto-formation d'abord, avec pas mal de R, un petit peu de Python, et puis de la modélisation avec Kaggle, et puis des bouquins. Et j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, d'avoir du feedback, en fait, de pouvoir confronter finalement tous ces apprentissages qui avaient été faits en autonomie avec des experts.
Et c'est sous la recommandation de Mickaël de Toldi à l'époque, que je remercie chaleureusement, Chief Analytics Officer de BNP Paribas Cardiff. Il avait à l'époque, avec Renaud Dumora, qui était notre CEO, pas mal contribué en fait au programme pour savoir qu'est-ce qu'on allait attendre des actuaires qui vont se former au machine learning, quelles sont les compétences clés, sur quel sujet on a envie de les former en fait, pour avoir de la ressource demain, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de besoins, des investissements, mais pas encore beaucoup de ressources qualifiées. Et effectivement, ça m'avait tout de suite plu parce que ça répondait à mes besoins. Donc d'une part, une formation qui était dense, qui était exigeante, je voulais qu'il y ait des examens, je voulais qu'il y ait une certification à l'issue, je voulais qu'il y ait vraiment du contenu, quoi, que ce ne soit pas juste 3 jours, je voulais sortir avec un niveau vraiment opérationnel. J'avais aussi, il y a énormément de formations qui existent aujourd'hui sur Internet, mais comment dire, les spécificités qui sont liées à nos métiers d'assurance, de banque, de finance, elles sont quand même particulières, et donc j'avais envie effectivement de passer moins de temps sur tout ce qui était computer vision et donc de l'analyse d'image, et plus de temps sur les datasets déséquilibrés, les types de modélisation que je suis amenée à rencontrer au quotidien, modéliser des relations non linéaires. Voilà. Donc des experts d'une grande qualité avec qui c'était possible d'interagir, de récupérer du feedback et d'être challengé finalement sur les approches. En plus, comme il y en avait beaucoup qui donnaient des exemples d'applications de machine learning dans leur quotidien, ça donnait aussi des idées de voir comment on pouvait ensuite importer ça chez Cardiff. Donc voilà, qu'est-ce que je venais chercher? Développer une expertise de modélisation machine learning, clairement. Travailler à fond la programmation pour avoir l'autonomie nécessaire finalement d'aller au bout des idées et de pouvoir aller vite, en fait, tester des choses. Et puis je voulais vraiment des compétences opérationnelles, c'est-à-dire que l'objectif c'était pas juste de venir et de se poser des questions ou s'interroger est-ce que cette discipline m'intéresse. Je voulais vraiment ressortir de la formation pour travailler en tant que data scientist dans une équipe, et donc je voulais arriver avec un maximum d'atouts de mon côté, et donc capitaliser le plus possible sur tous ces horaires de formation et tous ces experts qui étaient à disposition pour arriver en fait, on va dire, voilà, la plus opérationnelle possible. Donc quelques mots sur le projet. Moi, je suis vraiment très fan en fait de ce type d'exercice. En fait, je trouve que vraiment le projet il a permis de consolider les connaissances qui sont acquises pendant la formation et de les tester dans son propre environnement professionnel. Vous verrez que ça peut être challenging aussi. On ne développe pas forcément de la même manière en entreprise que sur un PC personnel, et donc voilà. On va travailler aussi sur des données qui ont des niveaux de qualité qui vont être différents entre ceux qu'on peut déjà trouver sur Kaggle, qui sont déjà clean, avec une métrique bien prédéfinie, etc. Là, on va vraiment se retrouver dans le quotidien, finalement, le côté opérationnel, avec voilà, la qualité de données, les contraintes sur les jointures, la différente granularité des bases de données à manipuler, etc. Donc, c'était vraiment très formateur. Donc merci André, tu peux mettre la petite image. Donc c'était l'illustration que j'avais choisie à l'époque pour mon projet, puisque c'était en 2016, donc on démarrait tout juste. Il y avait beaucoup de résistance en interne, il y avait peu d'actuaires aussi qui s'intéressaient au machine learning. C'était un monde qui était quasiment étranger, avec son propre vocabulaire, et qui intéressait pas, qui faisait aussi peur pas mal. Et donc, je m'étais lancée dans ce projet avec un double challenge, aussi bien valider ma formation que convaincre finalement en interne qu'il y avait de la place pour appliquer des techniques de machine learning sur des problématiques actuarielles, et qu'on pouvait finalement oser aller vers ces techniques-là et que ça apportait de la valeur. Donc, j'allais travailler à l'époque sur le challenge des taux d'entrée en décès, sur de l'assurance des emprunteurs, des crédits à la consommation. Donc c'est des travaux sur des données censurées qui sont un peu le quotidien des actuaires finalement. J'avais travaillé donc, des modélisations sur des relations non linéaires, donc j'avais utilisé un algorithme qui fonctionne bien sur ce type de données. J'avais utilisé une fonction de loss Poisson pour justement modéliser les occurrences finalement. J'avais pris en compte la pondération par l'exposition, qui est quelque chose qu'on fait régulièrement en IRD.
et utiliser le XGBoost donc. À l'époque, on l'avait un peu customisé d'ailleurs parce qu'il ne permettait pas d'utiliser des vecteurs de poids dans les optimisations. Et aujourd'hui, on travaille plutôt avec des LightGBM qui étaient, c'était l'année où j'ai travaillé sur mon projet, il venait de sortir, c'était tout frais. Maintenant, on travaille beaucoup avec le LightGBM. Et enfin, j'avais passé beaucoup de temps sur la partie interprétation. Parce que, voilà, comme je disais, il y avait beaucoup de résistance à l'époque, beaucoup de phrases de type les algorithmes de machine learning, c'est des boîtes noires, etc. Donc, je voulais vraiment faire cet effort aussi de vulgarisation, de passer d'un résultat quantitatif, d'une valeur numérique quelque part, à quelque chose qui était compréhensible par le métier. Donc, j'avais d'une part travaillé avec un benchmark actuariel qui m'a servi de comparaison avec mon modèle de machine learning, mais j'avais aussi travaillé la partie interprétation avec un classement des variables d'importance, avec de la partielle dépendance donc pour étudier l'influence des différentes modalités dans la prédiction, et j'avais utilisé des illustrations performantes, des illustrations de la performance, qui pourraient parler au métier en fait, pour vraiment dialoguer avec les actuaires, convertir finalement les résultats de performance en euros avec des choses voilà, qui seraient compréhensibles. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise plutôt des sharp values, on n'utilise plus de partial dépendance, mais voilà, à l'époque, c'était 2016. Merci André, tu peux passer à la slide après. Et donc, les questions après la formation, qu'est-ce que j'en ai fait donc, en avril 2017, j'ai pu intégrer un projet transverse en tant que data scientist, et puis ensuite intégrer la direction de l'actuariat sur des sujets de type monitoring, donc des niveaux de rentabilité de plusieurs programmes, qui avaient notamment une variabilité importante. Donc, on voulait vraiment suivre en prod de façon, on va dire, attentive. Donc, utilisé aussi pour faire des projections. J'avais comme rôle de tester en fait les approches de la machine learning sur des problématiques actuarielles. Et j'ai eu aussi l'opportunité de recruter et d'encadrer des ressources juniors parce qu'on avait aussi la volonté, dans un premier temps, de contribuer à la transformation de la direction actuarielle par la formation en Python. Et donc, on avait travaillé notamment avec des ressources juniors qui étaient matures en Python pour inciter vraiment les collaborateurs à s'y mettre et puis à les accompagner quand ils sont un peu coincés ou quand il pouvait y avoir quelques bugs. Voilà. Et donc, en mars 2018, je remercie chaleureusement Olivier Cabrignac qui m'avait recommandé à l'époque, Catherine Desrosiers et puis David Dubois qui avaient pensé à moi pour cette formation-là. Donc, depuis l'époque, j'anime des formations pour l'Institut des actuaires sur les sujets de data science. En l'occurrence, on avait ciblé un peu le public manager. On s'était dit, en fait, avec la formation DSA, on a une formation qui est très opérationnelle, qui a pour but de former des data scientists, finalement, des experts en data science. Mais à l'époque, le secteur manquait aussi un peu de maturité, et donc on s'était dit qu'il faudrait contribuer aussi à former les managers pour démystifier le machine learning, expliciter dans quel cas le machine learning peut être utile, les principaux pièges à éviter, identifier des cas d'usage où le machine learning va apporter de la valeur, parce que ce n'est pas systématique, le machine learning c'est un outil, donc s'il est bien utilisé au bon endroit, au bon moment, il peut apporter de la valeur. S'il est mal exploité, effectivement c'est très déceptif. Donc avoir ce regard-là d'accompagnement pour les managers, et puis les aider aussi à mieux comprendre et manager des data scientists par rapport à quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, quel est le vocabulaire qu'ils utilisent, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les intéresse, et comment encadrer au mieux ce type de ressources. Et depuis mars 2019, du coup, je suis Senior Analytics Manager, toujours chez BNP Paribas Cardiff. Dans mes différents rôles, j'ai notamment identifié les axes de développement stratégique en machine learning, donc toujours cette histoire de projet à prioriser, et puis on va dire à faire en sorte qu'ils soient mis en production, à faire en sorte que tous les éléments soient réunis pour qu'on puisse les lancer. J'encadre aussi d'un point de vue technique les projets de data science, donc j'interviens comme
comme lead data scientist quelque part sur les projets au sein de la France, au sein d'Actuaria, voilà, pour faire des recommandations techniques, pour aider à la bonne compréhension des méthodes, des modèles, et accompagner les gens qui se forment et les gens qui sont formés aussi dans le delivery, quelque part, de résultats pertinents qu'on pourra exploiter et qui peuvent être mis en production ou qui seraient derrière opérationnels. Et ça, c'est un petit truc que j'aime bien en plus, qui est le design finalement des plans de transformation technique. Donc, faire des recommandations finalement en fonction des souhaits des collaborateurs, de leur appétence aussi, parce que j'ai envie de dire, on est bon dans ce qui nous intéresse. Donc, j'aime bien quand on vient me voir en me disant j'ai envie de, et pas il faut, je dois ou je devrais. Et nous, j'en fais des recommandations de qu'est-ce qui serait adapté en fonction de leurs souhaits, la deadline qui se fixe, et puis voilà, leur niveau de compétence actuel au moment où ils commencent à se former. Voilà, c'est un peu près tout. Donc, je serai à la fin avec André et Olivier pour répondre à vos questions. Et j'en profite pour saluer Mélanie qui est venue et Laetitia. Merci beaucoup. Merci Anat en tout cas pour ce beau témoignage et cette évolution bien remarquable. Et maintenant, ce que je vous propose du coup, c'est de conclure cette présentation sur les enjeux de demain. Alors les enjeux de demain pour la formation, c'est de se dire, on sait que la data science, c'est un univers qui évolue vraiment en permanence et qu'on doit, et on est en train de travailler actuellement sur une légère refonte de ce qu'on vous a présenté comme programme dans les slides précédentes. Et l'idée, c'est de pouvoir capter ce qui se fait sur le marché de l'assurance et sur la data et de l'instaurer de manière intelligente dans la formation de 2022. Et donc, autour de ces éléments-là, vous pourrez retrouver la création de données via le machine learning, qui, je pense, est un terrain de jeu qui peut être assez enrichissant pour l'actuaire et ses acolytes dans le monde de l'actuariat. Mais il y a aussi l'enjeu de l'industrialisation qui, aujourd'hui, alors c'est un mot qui est utilisé depuis des années et on en parle tout le temps, mais sur les aspects de machine learning, c'est un univers qui est à part et l'industrialisation est importante et est gérée peut-être de manière différente que d'autres périmètres et d'autres industries. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on souhaite insuffler, qui est encore peu présente au sein de la formation, donc on va l'ajouter également. Et Annette en a un peu parlé à travers son mémoire. Lorsque j'avais fait mon mémoire, notamment en 2016, c'est quelque chose qui n'était pas simple à utiliser. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui existent sur l'interprétabilité, même des acteurs de l'assurance comme la Maïf, qui du coup peut mettre en place des choses open source sur les sujets d'interprétabilité. Donc pour les plus curieux, je serais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. Et de l'autre côté, quelque chose qui apparaît aussi depuis un certain nombre d'années, c'est de pouvoir détecter et gérer et maîtriser les biais et corriger, du coup, les biais d'un algorithme. Donc, c'est le sujet de la fairness. Et bien sûr, comme on est dans le monde de l'actuariat, la modélisation de la survie, c'est important pour les modèles de survie. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on veut insister. Et enfin, on tâchera, comme l'Europe travaille sur le sujet depuis 2019 maintenant, de suivre la réglementation sur l'IA au niveau européen, mais également en France, et pourquoi pas aussi auprès des régulateurs comme la CPR. Donc c'est vraiment des choses où on veille, où on regarde l'innovation, on regarde ce qui se fait sur le marché, pour pouvoir permettre aussi le plus en phase avec l'actualité de la data science pour l'assurance. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin et on vous remercie en tout cas pour votre participation et je laisse la main à Olivier qui a encore quelques mots à vous dire. Oui, je vais compléter. Un grand merci André pour cette présentation. Merci Anat pour la générosité de ton témoignage. En tout cas, bien à l'image de la formation. André, je vais peut-être reprendre la main sur le... Oui, tu peux. C'est bon, ouais,
Rapidement, pour vous présenter quelques modalités logistiques par rapport à cette formation, et notamment les modalités d'inscription pour les personnes qui souhaitent rejoindre la promotion 2022, puisque comme l'a dit André, la rentrée aura lieu en janvier. Toutes les étapes de cette admission se passent d'abord sur notre site internet, à l'adresse qui est affichée, et sur la page dédiée à la formation DSA, le téléchargement de la brochure d'inscription qui est à nous renvoyer complété d'un certain nombre de documents. Rassurez-vous, le support de présentation ici diffusé vous sera envoyé dans quelques jours. La formation DSA est une formation, comme l'a dit André et Anna, une formation exigeante, et c'est une formation à l'IRM qui est accessible via un jury d'admission qui va se réunir en novembre, qui est dirigé par le directeur scientifique, non par André, et qui va statuer sur la qualité des candidatures, sur la pertinence et la solidité des candidatures et sur l'adéquation entre le projet professionnel et la formation. Ce jury se réunira en novembre et c'est pour ça que la date limite de candidature est le 8 novembre. Donc on a encore un petit peu de temps, si vous voulez, pour constituer les dossiers, mais le jury est toujours très sensible à la motivation et notamment à la réception, à la date de réception des dossiers. Donc nous recevons d'ores et déjà les premières candidatures et qui seront soumis au jury en novembre. La formation donc, a lieu débute en janvier, sur, comme l'a dit André, 2 jours consécutifs par mois. Je vous présente ici le planning prévisionnel, qui est évidemment susceptible de modification, mais qui devrait être celui-ci. Vous voyez, c'est les lundis, mardis, une fois par mois, et qui couvre l'ensemble de l'année civile, avec, comme l'a dit André, la soutenance du rapport et du projet en janvier 2023. Voilà, merci pour votre attention. En tout cas, on peut répondre à des questions. J'ai vu qu'il y avait une première question par rapport à l'inscription au registre spécifique. Donc, je confirme bien que cette inscription vous permet de mobiliser le CPF, votre CPF, en complément d'une participation de l'entreprise, ou pas d'ailleurs, pour pouvoir financer cette formation. Donc oui, la formation est ce qu'on appelle CPFable et peut être financée tout ou partie par votre employeur. Il y a une question sur le niveau de programmation requis, par exemple, ou le niveau de statistique requis pour participer. André, je te laisse peut-être. Oui, pour répondre à M. Ngo, l'idée, c'est d'avoir un premier langage de prédilection entre R et Python, et après avoir de la motivation. Et oui, un bagage statistique, il est quand même aussi important, mais faut comprendre que le premier semestre, c'est mettre la main dans le cambouis, c'est d'apprendre à soit coder, soit à consolider ses bases et ses acquis sur le langage R et sur le langage Python. Et du coup d'acquérir l'environnement et toute la théorie du machine learning. Mais en termes de prérequis, l'idéal, c'est à minima d'être fluent sur un des langages entre R et Python et d'avoir un minimum de bagage en statistique. Vous retrouverez notamment ce détail sur le site de l'IRM. Et en termes de prérequis aussi, les années d'expérience, du coup, il faut au moins 1 an d'expérience pour pouvoir adhérer à la formation. En espérant avoir répondu à votre question, M. Ngo. Et n'hésitez pas à prendre le micro. C'est par chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, on va prendre des autres questions éventuellement. Et toi, André, quand tu avais postulé en 2016, tu savais coder déjà en R ou en Python? Je savais déjà coder en R. Je savais très peu coder en Python et j'ai dû me mettre à Python. Et pour mon grand bonheur, maintenant, c'est à la fois fluent R, fluent Python. Ouais. On a une nouvelle question, André. Par rapport au mémoire et au planning de formation, à quel moment les sujets de mémoire doivent-ils être validés pour une présentation en janvier? C'est une très bonne question. Et effectivement, il y a un petit plan, un petit calendrier autour de ce projet et de ce rapport de mémoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux stagiaires chaque année, à partir du mois d'avril, de commencer à réfléchir sérieusement au sujet et aux données.
mais et du coup de plonger et de présenter au fait au début du mois de mai à la direction, donc de mon côté et puis aussi avec un certain groupe de personnes du groupe professoral, au fait, de présenter une première copie, une première intention du projet et des données sur lesquelles vous allez travailler. Alors, il y a toujours les problématiques aussi de validation avec votre entreprise ou si vous travaillez sur de l'open data, donc il n'y a pas de sujet, mais donc il y a un moment de réflexion. Et on vous laisse du coup jusqu'au mois de juin pour parfaire cette proposition. Et en parallèle, on vous attribue un tuteur qui a déjà travaillé sur cette thématique et qui, je le précise et je les remercie indirectement, même s'ils ne sont pas connectés, qui sont là bénévolement et donc on les remercie pour cette participation. Et passé ce mois de juin, au fait, vous allez avoir tout le second semestre pour faire votre projet avec des échanges réguliers avec votre tuteur, avec un premier rapport, un premier résumé, une première synthèse au mois d'octobre, novembre de mémoire. Et enfin, du coup, de restituer votre rendu à la fin du mois de décembre. Donc, le rapport, il doit faire entre une vingtaine de pages. Il peut se faire aussi en binôme si, du coup, si vous souhaitez faire un binôme avec un autre stagiaire de la même formation en même temps. Et à ce moment-là, le rapport devra faire une trentaine de pages. Et puis, rendez-vous à la soutenance le temps d'une trentaine de minutes pour restituer vos travaux et vous challenger face à un jury avec des questions-réponses comme toute soutenance. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions. Et bien sûr, il y a toujours la crainte, la question elle vient toujours après cet échange, de se dire est-ce que mon sujet, mon projet, mes données peuvent évoluer dans le temps? Alors, l'idée justement de commencer à travailler en avril, c'est de se donner les moyens jusqu'au mois de juin d'arrêter vraiment les données. Et en revanche, et on en a conscience, et j'aime bien le mot de sérendipité, que je vous laisserai regarder de votre côté à quoi ça correspond exactement, mais dit autrement, c'est que oui, peut-être que vous trouverez d'autres choses que vous aurez envie de mettre en exergue et de plus mettre en avant lorsque vous ferez votre projet. Donc, et vous pourrez du coup à la marge redessiner et redéfinir votre sujet, mais en général, le sujet qui est bien défini et bien cadré au mois de juin, il est lancé et les choses se passent bien pour l'ensemble de la promotion chaque année. Et ça demande certes un investissement, vous l'aurez compris, hein, c'est pour acquérir une nouvelle boîte à outils et il faut mettre la main dans le cambouis. Donc ça demande un investissement, mais ça en vaut la chandelle et c'est de belles perspectives pour votre carrière, pour votre quotidien et pour transformer de manière entre guillemets digitale ce que vous faites et optimiser, automatiser tout ce que vous faites actuellement et aller sur, si vous ne le faites pas encore, cette nouvelle boîte à outils sur le machine learning. Anat pourra me témoigner, c'était quelque chose qu'on avait envie d'ouvrir, on était impatients, c'était pas si simple et maintenant on se régale au quotidien. C'est peut-être une question que j'ai envie de vous poser, André Anat. Est-ce que la formation et votre vie professionnelle peuvent s'harmoniser? Enfin, est-ce que c'est possible, si vous voulez, de suivre cette formation qui est, on l'a dit, dense, mais passionnante et exigeante, avec aussi une vie professionnelle qui est remplie et exigeante? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je te laisse prendre la parole aussi, Annette, sur ce sujet. Mais ce qui est important de le noter, c'est le contrat que vous passez vers vous-même. Enfin, en fait, le contrat que vous allez faire face à cette formation, c'est pas un contrat qu'avec vous-même. C'est un contrat aussi avec votre entreprise et un contrat aussi avec l'IRM. Mais c'est d'embarquer tout le monde et de dire que l'intérêt, il est pour tout le monde. Et de toute façon, l'entreprise va devoir vous autoriser à vous absenter 2 jours par mois pour participer à la formation à minima. Après, effectivement, pour ma part, j'ai dû travailler ensuite sur mon mémoire, sur ingurgiter tout ce que j'avais appris et réviser par la suite pendant mes week-ends ou certaines soirées, ou parce que j'ai pu aussi échanger avec un binôme au sein de l'entreprise intelligemment pour voir comment
je peux avancer. Mais ça demande un investissement, c'est sûr et certain. Et je peux laisser aussi Anat témoigner sur ce point-là. Mais ce n'est pas incompatible. On en est la preuve. Anat, moi, et on en a 120 qui ont réussi à le faire. Il y en a d'autres qui ont plus de chance et qui ont un peu plus de bande passante. Mais tant dans le conseil ou dans l'assurance, ce n'est pas incompatible. C'est ça, je pense que c'est bien résumé. C'est bien résumé, je pense que c'est un contrat aussi avec l'entreprise. Et donc, effectivement, il faut se mettre d'accord dès le départ. Est-ce que c'est vraiment une ambition de votre service ou du département de faire monter en compétences? Et dans ce cas-là, il faut vous autoriser d'avoir le temps pour la formation. Moi, c'était pas toujours facile, notamment parce qu'il y a eu des changements de la hiérarchie. Du coup, effectivement, j'ai dû bosser beaucoup soir et week-end. Mais comme je disais, un des critères aussi de motivation principale, c'est est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous avez envie? Et si vraiment c'est quelque chose qui vous attire, vous allez trouver l'énergie pour le faire parce que vraiment, pour moi, c'était un plaisir aussi bien d'échanger avec les experts qu'avec mes camarades de promo, de travailler, de manger du machine learning à tous les étages. C'était vraiment une super période. Et après, dans ma promo, un de mes binômes avec qui je travaillais beaucoup, lui, il avait, pour le coup, 100% de ses révisions, il pouvait les faire sur son temps de travail. Donc, il faisait les challenges Kaggle que je faisais le soir, il les faisait pendant la journée. Bon, voilà, c'est vraiment pour trouver l'organisation entre vous et l'entreprise. Mais effectivement, c'est à destination des professionnels. Donc, normalement, on doit pouvoir jongler entre les deux. C'est sûr. Et puis, encore une fois, on a une promo chaque année d'une quinzaine de stagiaires qui réussissent. Donc, c'est largement possible. On va te prendre une dernière question si jamais, ou sinon, on va vous proposer de vous retrouver très prochainement. Et ben, on n'a pas d'autres questions. C'est-à-dire, je pense qu'André et Annette, on a été efficaces. On a pu répondre à toutes les questions. Annette, André, un grand merci. Je vais vous laisser peut-être le mot de la fin pour ce webinaire. Et puis, moi, en tout cas, du côté de l'IRM, je vous retrouve avec grand plaisir sur un prochain événement ou pour vous accompagner de manière individuelle dans vos projets de formation. Vous avez ici mes contacts qui s'affichent. Donc, n'hésitez pas, on pourra vous accompagner au mieux avec vos employeurs, avec nos directeurs scientifiques et nos anciens. Merci à tous. André et Anna, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, je vais laisser le mot de la fin à André quand même. Mais merci en tout cas pour l'invitation. J'espère que cette intervention vous aura été utile. Et en tout cas, j'espère que vous avez pu sentir la motivation, l'envie, l'attrait de toute cette discipline, tout ce que ça représente, et que ça vous motive déjà pour vous inscrire à cette formation. En tout cas, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Et si je pouvais tout refaire, je la referais avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, on s'est tous remerciés. Ce que je peux dire comme mot de fin, c'est si vous avez encore des questions pour les plus timides ou parce que dans le temps imparti, ça n'a pas pu être le cas ou parce que vous avez des questions qui vont arriver dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse directement qui est affichée par Olivier. Et donc, on se tiendra vraiment à votre disposition, Anat et moi également, pour ces prochains jours. Si vous hésitez à vous inscrire, à participer à cette formation, on pourra vous répondre pourquoi et vous avez de bonnes raisons à venir nous rejoindre dans le club DSA pour la suite. Et puis, pour ce mot de fin, merci Olivier pour ce pilotage et pour cette organisation. Merci pour l'IRM dans sa globalité pour soutenir en fait ces formations pour le secteur de l'assurance. C'est vraiment important et c'est fait avec brio. Merci à tous. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.